Bravo, merci. À toi. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous m'entendez bien? « 36%, c'est le pourcentage de la croissance des entreprises en Afrique depuis 2010, ce qui est quand même un chiffre assez éloquent, ce qui montre tout le potentiel que nos entreprises ont sur notre continent et ce qui montre aussi la nécessité de pouvoir les accompagner et de pouvoir les valoriser. Je suis Seynabou Diassal, CEO du cabinet Global Mind Consulting, un cabinet de conseil en stratégie et relations publiques qui intervient déjà depuis près de 13 ans pour l'accompagnement, le renforcement, la valorisation, j'allais dire ça comme ça, mais finalement c'est peut-être le beau mot, pour l'accompagnement du changement du narratif sur le continent africain. Notre ambition, elle est simple, c'est simplement d'identifier les acteurs que vous êtes, de valoriser ceux qui font la transformation économique, politique, institutionnelle de ce continent et de montrer qu'en fait, il existe une autre voie, celle de ceux qui font, celle de ceux qui agissent et celle de ceux qui transforment. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. On va essayer progressivement, vous voyez, ça commence à arriver, donc il fallait commencer. On va essayer d'avoir une conversation intéressante avec des personnalités extrêmement engagées, avec une expérience très riche. Je vais commencer par appeler sous vos applaudissements Monsieur Paolo Gomez, si tu veux bien nous rejoindre. Merci beaucoup. Je vais également demander à Madame Muriel Aouré-Thames de bien vouloir nous rejoindre sur ce panel. Sans oublier le docteur Mama Bissey. Merci de bien vouloir nous rejoindre. Je te prête. Très bien. Très bien. Parfait. On va pouvoir couper la musique. Alors, la thématique qu'on va aborder ensemble, moi, je vois ça comme une conversation. Ce qui m'intéresse, c'est vos expériences. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous pouvez partager avec nous pour nous permettre de mieux comprendre, finalement, ce qu'on entend par leadership. Et puis aussi, quelle est la meilleure manière de réussir lorsqu'on entreprend, lorsqu'on est une entreprise, mais aussi lorsqu'on est à la tête d'organisations qui sont censées avoir de l'impact. Alors, quel modèle de leadership pour le succès des entreprises et organisations africaines? C'est la question qu'on va essayer d'aborder ce matin. On prendra naturellement des questions de la salle. Et puis, je pense qu'on a aussi le témoignage de Gaëne D2000 que j'aimerais bien entendre si elle est avec nous. Ah, super, formidable. Donc, je prendrai le soin aussi de vous tendre le micro pour avoir un peu votre témoignage sur cette expérience qui est quand même assez significative dans l'accompagnement de la transformation numérique de nos organisations africaines. Alors, je me tourne déjà, je vais commencer par présenter Muriel Aouré-Thames, donc athlète ivoirienne émérite, spécialisée dans les épreuves de sprint, notamment le 100 mètres et le 200 mètres. Finalement, vous avez marqué l'histoire de l'athlétisme mondial et africain en devenant la première sprinteuse africaine à remporter une médaille d'argent au championnat du monde d'athlétisme en 2013 sur le 100 mètres et le 200 mètres. Donc ça, rien que ça s'applaudit déjà. Vous avez également décroché plusieurs titres et distinctions tout au long de votre carrière d'athlète de haut niveau, notamment en tant que championne mondiale, de la première femme athlète africaine à avoir gagné la prestigieuse Diamond League au 100 mètres, totalisé 5 médailles au niveau mondial. Vraiment, je crois que ça mérite plus d'applaudissements. Alors, à vous toute seule, vous incarnez le leadership et on va le voir. Finalement, en tant que sportive, vous êtes à vous toute seule une entreprise. On va en discuter. Je continue avec Monsieur Paolo Gomez, ancien haut cadre de la Banque mondiale, chairman de Orango, une société d'investissement Greenfield qui accompagne les startups africaines dans des secteurs stratégiques.
Également founding partner de NACP, expert dans les services financiers qui rachète des participations dans des institutions africaines. Toute cette expérience qui va à la fois dans le privé mais aussi dans le public. On va aussi pouvoir capitaliser là-dessus ce matin. Merci d'être avec nous, Paolo. Et enfin, Dr Mama Bissey, donc ancienne directrice générale de la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes au Sénégal, une institution qu'on ne présente plus, mais qui a très sensiblement contribué à accompagner bon nombre de femmes et de jeunes entrepreneurs, et également ancienne directrice générale du 3FPT, le Fonds de financement pour la formation professionnelle et technique. Aujourd'hui, vous êtes une experte finalement de ces questions du développement territorial, de l'économie inclusive et entrepreneuriat innovant. Et puis, vous êtes notamment à l'origine du renforcement de l'écosystème de l'entrepreneuriat à travers cet ancrage, puisque vous avez très significativement au niveau du 3FPT, par exemple, permis à des gens qui étaient dans l'informel, finalement, de se formaliser et de pouvoir, elles aussi, avoir accès à la formation. Alors, on va commencer cette encheuse. Je me tourne d'abord vers Paolo. Paolo, qu'est-ce que t'évoque cette question du leadership lorsqu'on veut se tourner vers les entreprises et les organisations africaines? Pour toi, comment ça résonne? Il y a un micro juste sur ta droite. C'est bon? Ça fonctionne? Oui. D'accord. Écoute, la question leadership, je crois que ça a été évoqué à plusieurs reprises, on en discute, il y a pas mal d'angles d'approche. Alioune en a beaucoup parlé dans pas mal de ses travaux et autres. Donc, je pense qu'à un moment donné, il y a les grandes lignes de ce que c'est que le leadership, donc on revient pas assez. Pas besoin de revenir là-dessus, mais je veux dire, l'élément important de ça, c'est le leadership dans un contexte particulier. Parce que je pense qu'il y a toujours ce mélange dans les éléments importants du leadership et du contexte local et des valeurs caractérisées. Si tu regardes toute la problématique de la mise en place de politiques publiques, elles ont souvent échoué dans pas mal de pays parce qu'elles ne prennent pas en compte, je veux dire, la cartographie des valeurs du contexte dans lequel ces politiques publiques sont en train d'être dessinées ou être mises en œuvre. Et ces valeurs-là, c'est des valeurs qui ont dans le pays. Est-ce que les valeurs d'éthique, est-ce qu'il y a des éléments de confiance et de prendre des risques. Et donc, je pense que quand le leadership dans un contexte particulier est en Afrique, il faut que ce ne soit pas seulement de la théorie, mais que ce soit un comportement. Un comportement dans lequel ceux qui vont vous suivre ou ceux que vous allez empower peuvent se reconnaître dans ce que vous dites. Parce que dans le monde et tous ces réseaux sociaux fait que maintenant, tout le monde avance des théories, les gens disent beaucoup de choses, mais quand on regarde entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est là le grand gap. Donc, comme le poisson pourrit par la tête, c'est la même chose, je pense, dans une organisation. Si le leadership au top n'est pas un qui empower ses employés, si ce n'est pas un leadership qui crée des plateformes pour que les employés puissent évoluer, vous ne pourrez pas avoir les résultats du bottom line qui est demandé. C'est comme ça que vraiment une cartographie de ces valeurs-là et aussi de voir comment le comportement du leader dans la mise en place des objectifs. En préparant ce panel, tu m'as parlé de cette ambition d'intervenir et d'agir tout au long de ta carrière sur le leadership transformationnel. Et il y a un exemple que je retiens qui est très concret, c'est finalement quand tu étais à la Banque mondiale où tu as identifié une problématique, celle de la perception des acteurs africains avec de la Banque mondiale en se disant « oulala, c'est une grosse institution » et puis peut-être même un peu ce complexe. Et tu as agi très concrètement en mettant en place un programme. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, parce que quand je suis rentré à la Banque mondiale, j'étais relativement jeune et donc à une position très, très élevée. Et j'avais l'avantage d'être en interaction avec des collègues. Et donc, il y avait cet esprit d'un peu être dans
dans le conspiracy pour trouver des résultats. Et une des choses qui me frustrait, c'était le fait que la banque, pendant longtemps, n'a jamais voulu appuyer nos pays dans un exercice de renforcer l'intégration régionale. C'était une approche très, très coloniale, un peu, où il fallait appuyer pays par pays, alors qu'il était important de trouver des moyens d'agréger les énergies de nos pays, que ce soit dans les infrastructures, que ce soit dans la formation, que ce soit dans l'approche de la question climatique. Tu ne peux pas aller dans une approche de pays par pays, ça ne marche pas, c'est trop cher. Et donc, j'ai poussé pour que la banque ait, pour la première fois, une stratégie d'intégration régionale. Donc, il poussait la banque à devoir mettre de l'argent dans des actions d'intégration régionale. C'est comme ça que la CEDEAO, l'UEMOA et toutes ces organisations ont commencé à recevoir de l'argent pour pouvoir mettre en place des programmes. Mais aussi, dans mon interaction avec les pays africains, les cadres, je voyais quand j'allais dans un ministère des Finances ou dans un ministère de l'Agriculture, comment le cadre de la Banque mondiale qu'on était impressionnait beaucoup les cadres locaux. Et on voyait un peu le cadre local bien assis comme ça, qui n'avait pas conscience que le gars de la Banque mondiale a des responsabilités vis-à-vis eux, puisque c'est quand même, les pays sont des actionnaires de cette institution. Donc il y avait ce complexe et puis il y avait ce mythe. Donc j'ai demandé, à l'époque, donc c'était Wolfenson qui était le président de la banque, donc j'ai demandé de lancer un programme dans lequel on permettait à des cadres de nos pays de venir travailler pendant 1 an à l'intérieur de la Banque mondiale à Washington, payé comme un cadre de la Banque mondiale, et après 1 an, il rentrait dans son pays. Donc la banque, il y avait une levée de pas mal des autres personnes de la banque, mes collègues qui disaient c'est trop cher, etc. Mais on a démarré et on a pu donc imposer à ça. Et donc ça fait depuis 20 ans que ça existe. Et maintenant, je crois qu'il y a plus de 4000 Africains qui ont eu le privilège. Et ça a été étendu à d'autres régions du monde. Oui, après, quand ça a marché pour l'Afrique, donc les autres pays de l'Amérique latine autour ont demandé que ce n'est pas juste qu'on fasse seulement ça. Exactement. Donc, voilà. C'est aussi ça le leadership. Alors je me tourne vers toi, Muriel. Le sport est souvent vu comme étant un domaine qui n'est pas forcément très structuré en Afrique. Toi, tu as fait le choix de rester en Afrique et de représenter, de porter haut les couleurs de la Côte d'Ivoire à l'échelle mondiale, à travers toutes les compétitions. Est-ce que tu peux parler avec nous, est-ce que tu peux partager avec nous pourquoi c'était important pour toi de représenter la Côte d'Ivoire et de ne pas peut-être aller à la facilité en représentant un autre pays qui avait peut-être plus de moyens aussi pour te permettre de performer? Bonjour. Pour moi j'ai eu l'opportunité de partir aux États-Unis dès très jeune, à 13 ans. Je suis partie en vacances et j'ai adoré le pays et tout ça. Donc, mes parents ont décidé de m'emmener là-bas pour que je puisse apprendre l'anglais. Et à l'école, comme ça, j'ai eu l'opportunité de rencontrer. Je suis quelqu'un qui est très, très timide. Oui. Et le premier jour ça de l'école... Ça se voit pas. On n'a pas remarqué ça, nous. Hyper timide. Mais le premier jour de l'école, ma directrice m'a dit, tu sais, une manière de te faire des amis, comme tu es hyper timide, tu n'aimes pas trop parler, c'est de faire du sport. Et elle m'a demandé qu'est-ce que tu peux faire. Je dis, bon, rien. Je sais que quand j'étais petite, à la récré, je courais toujours contre les garçons et tout ça, et je les battais. Donc je dis, les pauvres. Elle m'a dit, mais tu sais, il y a quelque chose qu'on appelle l'athlétisme. Je lui dis, mais c'est quoi l'athlétisme? Et c'est par l'éducation vraiment que j'ai connu ce sport. Oui. Donc je remercie toujours mes parents pour le fait qu'ils m'ont toujours poussée à être une femme éduquée, aller à l'école, savoir s'exprimer, savoir parler, savoir lire, savoir écrire. Et c'est comme ça. Donc je suis allée en même temps, le même jour, j'ai fait le test avec mon professeur d'histoire, coach Holsclaw, qui était l'entraîneur de l'école. Et j'ai fait le test pieds nus, hein, comme ça, sans chaussures et tout ça. À l'époque, tu n'étais pas encore équipée par Adidas. Ah quoi. Non, okay. Pas encore. Pas encore. Mais j'ai eu l'opportunité. Donc j'ai fait le test pieds nus et c'était un 40 mètres. Ouais. Et j'ai battu le record de l'école. Wow. Comme ça. Donc ça a commencé tôt. Très, très tôt. Ok. Et c'est là que le reste est l'histoire. Donc j'ai intégré l'école, j'ai intégré l'équipe d'athlétisme et j'ai eu l'opportunité d'avoir une bourse
pour aller à l'université de George Mason University d'abord. Et après ça, j'ai transféré, je suis allée à la University of Miami. Donc, de là, je suis devenue athlète pro. J'ai signé mon premier contrat chez Nike. J'ai fait 7 ans de carrière avec Nike et maintenant, je suis avec Adidas. Ça fait presque 5 ans maintenant. Donc, vraiment, je remercie le système vraiment américain qui a pu savoir m'encadrer et me montrer. C'est par ça que j'ai appris l'athlétisme. Et d'après toi, concrètement, comment est-ce qu'on pourrait, nous, en Afrique, vraiment favoriser, contribuer à favoriser l'essor d'une vraie industrie sportive? Ah oui, j'ai oublié de répondre à la première question. La raison pourquoi j'ai décidé de courir pour la Côte d'Ivoire, parce que j'ai été sollicitée par les États-Unis et aussi la France. Quand j'étais à l'université, quand j'ai gagné le championnat NCAA, qui est le championnat universitaire, sur 200 mètres et 100 mètres aussi, c'était pour être un modèle, vraiment, parce que je ne voyais pas beaucoup de modèles de femmes noires, surtout des femmes noires comme moi, sur le sprint et africaines en plus, parce que je voyais beaucoup de filles qui sont à la base africaines, mais qui compétissent pour d'autres pays et tout ça. Et moi, je suis une femme qui est très, très fière d'où je viens. Je suis une femme ivoirienne, donc c'était important pour moi d'être un modèle pour toutes ces petites filles qui viennent avant et un peu réveiller le sport ivoirien, parce que on a eu l'opportunité d'avoir Gabriel Tiako, qui était un immense champion, la première médaille olympique pour la Côte d'Ivoire. Mais c'était il y a longtemps. Mais après ça, vraiment, la Côte d'Ivoire était beaucoup plus connue par le football. Quand j'ai commencé en 2011, partout où je partais, les gens, quand ils me voyaient, ils disent « Drogba, Julien Drogba !» Donc c'est comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, tu fais rayonner la Côte d'Ivoire à travers l'athlétisme. Bravo à toi. Merci beaucoup. Je me tourne vers Dr Mamabissé. Alors justement, vous êtes arrivé au sein d'organisations qui existaient déjà, comme le 3FPT. Vous avez fait un travail absolument remarquable. Et puis après, la DRFJ. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on arrive dans une organisation qui existe déjà, où en fait finalement on nous attend un petit peu au tournant, et comment est-ce que vous avez réussi à dépasser les défis auxquels vous avez été confrontés? Merci beaucoup, Seynabou. Je pense que quand on arrive dans déjà travailler pour l'État, donc le service public, et arriver dans un environnement où les cadres sont définis, les structures existent, c'est qu'on n'est pas du sérail, d'abord. Voilà, ça, c'est la première chose, puisque en étant nommée par le chef de l'État comme directrice générale du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, avec une casquette de sociologue, démographe, urbaniste, qu'est-ce qu'elle vient faire à la formation professionnelle? Bon, ça nous pousse à nous lever tous les matins et à prouver, à montrer, pas prouver, je pense tout simplement travailler. Je pense que ça n'a pas été dire j'ai ma place, mais c'était d'avoir un cadre, d'avoir des missions qui sont dévolues, de foncer, tout simplement. Et pareil pour la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Je ne dirais pas que c'est un continuum, mais presque avec des passerelles qui nous permettent aussi de nous dire, une fois que les missions sont claires, une fois que les missions sont définies, on doit franchir ces barrières où ce n'est pas notre place, ou peu importe, et de nous dire que c'est possible d'y arriver, en se retroussant les manches et en embarquant aussi les collaborateurs, parce que en étant seul, on n'arrive pas à faire grand-chose, je pense. Il est clair, on peut avoir la vision, on peut avoir la motivation, l'engagement et tout ce qui va avec, mais c'est avec une équipe forte, engagée, qu'on arrive à pousser des murs, qu'on arrive à avoir de l'impact. Pas juste dire j'ai fait, mais c'est pour un service public, pour moi, c'est l'impact qu'on peut avoir sur les populations. Qu'est-ce que ça a donné après, au-delà du résultat quantitatif qu'on aime bien dire ou donner, c'est qu'est-ce que ça a apporté aux populations. Donc être au service d'eux et mobiliser
autour de cette action en faveur de nos populations. Alors, il y a une question qui me vient. Hier, on en a assez longuement parlé, donc on ne va pas forcément revenir dans le détail de ça, mais on a parlé des défis auxquels les entreprises et les organisations africaines sont confrontées, parmi lesquels celle de l'accès au financement et puis celle de la formation. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des ressources qui soient compétentes, des talents, et puis comment est-ce qu'on fait pour les garder? J'aimerais que vous puissiez partager avec nous comment vous avez réussi à contourner ces défis-là. Muriel, je disais tout à l'heure qu'à toi toute seule, tu es une entreprise. Est-ce que ça a été facile pour toi d'être accompagnée financièrement pour pouvoir te concentrer dans ton métier, dans ta passion? Et comment est-ce que tu as fait pour avoir finalement autour de toi les meilleurs? Parce qu'on sait que c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup de discipline, mais comment est-ce que tu as fait? Bon, au début, c'était pas facile parce que j'étais l'athlétisme à Abidjan ici, même pas à Abidjan, en Côte d'Ivoire et en Afrique, n'était pas du côté du sprint, c'était vraiment pas pris au sérieux. Donc j'ai dû travailler, j'ai eu l'opportunité d'avoir beaucoup de personnes dans ma vie qui m'ont aidée, qui m'ont supportée et qui m'ont aidé à pouvoir faire ma première médaille en 2012, qui était en salle. Et après ça, le président de la République m'a pris en charge, donc je n'ai manqué de rien depuis là. J'ai eu l'opportunité d'avoir les meilleurs médecins, les coachs mental, best coach et tout ça, kiné. Donc c'est vraiment un budget d'ici, ça fait près de entre 200 et 300 000 $ par an pour vraiment faire le haut niveau. Donc c'est quelque chose qui est très cher, mais j'ai eu l'opportunité d'avoir de très bonnes personnes qui m'entourent pour pouvoir faire ça. Excellent. Paolo, ça fait partie des défis que tu as dû rencontrer tout au long de ta carrière. L'accès au financement, bon, aujourd'hui tu mobilises des capitaux pour des entreprises, tu leur permets de pouvoir se développer. Comment est-ce que tu as appréhendé cette dimension des ressources humaines et des talents? Oui, avec le micro, c'est mieux, comme ça on t'entend. Dans la question du capital et l'accès au financement, je pense que c'est un aspect qu'on devrait, surtout nous les Africains, de vraiment pousser sans tabou, puisqu'on nous a un peu boxé, comme je dirais, dans un box d'une narrative sur la question du financement et la question du capital. Si tu regardes un peu comment l'Occident, les États-Unis, comment ils ont fait ce processus qu'on appellerait de capital formation, ça s'est fait sur la base des conquêtes, de l'esclavage, du colonialisme, et c'est comme ça que le capital initial pour leur développement s'est fait. Nous, en Afrique, on n'a pas été envahir quiconque, on n'a pas fait de l'esclavage pour gagner de l'argent dessus. Donc, comment est-ce qu'on mobilise des ressources pour notre transformation, que ce soit public ou privé? Donc, il y a l'aide au développement. Maintenant, on sait que ce n'est pas ça. C'est pas la solution. Et après, donc, il y a attirer le capital, l'investissement direct étranger. Mais on sait aussi que ce n'est pas évident comme processus, c'est très cyclique, ça dépend aussi des taux d'intérêt qu'ils montent aux États-Unis. Donc, tous les capitaux vont vers là, s'ils baissent, etc. Donc, on n'a pas vraiment réfléchi sur la façon où on pourrait faire cette formation du capital. Même s'il y a eu la narrative, non, il faut augmenter les revenus, les impôts domestiques. Il faut augmenter la mobilisation domestique du capital. Après, on dit non, les Africains, ils n'épargnent pas, donc il faut créer une culture pour que les Africains puissent épargner comme les Asiatiques le font. Donc moi, je pense que tout ça, c'est la combinaison de tout ça qu'il faut avoir, plus rajouter aussi le côté entrepreneurial, un État qui est aussi entrepreneurial. Cette équation manque, ou cette variable manque dans l'équation africaine. Ce qui veut dire que ça demande une innovation dans ça, comment tu utilises des actifs. C'est pour ça qu'il faut pousser de plus en plus la question même dans le climat, le changement climatique, le prix du carbone, puisqu'on conserve, puisqu'on ne pollue pas, il faut que ça ait de la valeur. Absolument, voilà. Il Donc, faut le monétiser. Ça, sur le point de vue public, mais sur le point de vue, je pense, purement privé, ce que nous, on fait, dans le cadre de notre compagnie, on travaille surtout sur des greenfields. Donc nous, on ne fait pas du private equity, nous, on monte des compagnies à la base. Donc on faisait un mélange des deux. Donc l'argent qu'on gagne avec la mobilisation
ou le fundraising ou de l'advisory, c'est cet argent qu'on utilise après pour le montage de nos entreprises. Donc on peut faire une moyenne, je peux dire, de 2 entreprises en 3 ans. Et en grande partie, c'est avec les ressources que nous avons pu avoir dans ce qui est soft pour pouvoir mobiliser et structurer la création de nouvelles compagnies. Et notre business model est vraiment des compagnies qui sont multinationales dans leur esprit dès la base. D'accord, qui sont tout de suite très ambitieuses. Alors justement, merci pour cette transition parce que ça me permet de me tourner vers Abi. Aujourd'hui, toutes les entreprises que vous avez accompagnées, toutes les structures que vous avez contribué finalement à assister dans leur formalisation, quel a été le dénominateur commun et comment justement cette dimension de l'ambition, dès le début, tu as pu la vivre, tu as pu l'appréhender au niveau de ces organisations-là? Est-ce que tu as l'impression que nous sommes, nous, en tant qu'Africains, suffisamment ambitieux? Est-ce que tout de suite, dès le départ, on arrive à penser nos modèles à une échelle plus grande que nos propres environnements directs ou immédiats? Alors, avant de répondre à cette question, je pense d'abord que on est en train de se parler de politique publique quand il s'agit d'un État, où il faut avoir justement, il faut une impulsion d'abord, une vraie volonté politique de dire je mets en place des instruments pour accompagner de la formation, le développement des compétences, ou de dire j'accompagne à la création d'emplois à travers l'entrepreneuriat. C'est une vraie volonté politique. Avant qu'elle puisse se régionaliser, se panafricaniser, je pense qu'il est important d'avoir d'être disruptif et de se dire je mets en place pour répondre à toutes ces questions. Alors j'aime pas le mot lancinant parce on a tendance à dire la lancinante question de l'emploi des jeunes. Je pense qu'il ne faut pas qu'on le prenne comme lancinant parce qu'on a tout de suite très mal à la tête et qu'on prenne ça plutôt comme une opportunité. Absolument. Alors, une fois qu'on a mis en place ces dispositifs, ce qui est important pour moi et qui va au-delà de dire combien d'entreprises, combien de jeunes ont été accompagnés, c'est d'abord la démocratisation et l'accessibilité. Alors, démocratiser ce qu'on met en place pour donner la chance à ceux qui ne sont pas dans ces dispositifs ou qui croient ne pas pouvoir y accéder, de pouvoir accéder à ces dispositifs. Vous savez, on a tendance, surtout dans nos pays africains, où on a une population très jeune, on ne va pas y revenir, je pense que hier on a beaucoup parlé de cela, mais c'est de se dire, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Ce fameux deuil qu'on fait, tout de suite de se dire, c'est pas pour moi. Et c'est là où nos États doivent être forts pour pouvoir dire à ces jeunes, je prends l'exemple du Sénégal que je connais bien, assez bien plutôt, pour dire par exemple, j'accompagne des marchands ambulants dans la formation professionnelle. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans la formation professionnelle? Ils sont déjà marchands ambulants. C'est pari osé que nos États doivent prendre pour prendre, je vais reprendre ce mot que j'ai dit au départ, embarquer et donner la possibilité à ceux qui n'y croyaient pas ou qui n'y croient pas tout simplement, parce que n'en faisant pas partie, qu'ils en font partie. Donc c'est rendre accessible, c'est démocratiser et pouvoir par la suite travailler avec cette dimension panafricaine à laquelle je crois forcément et à laquelle je suis ancrée aussi. Mais il faudrait d'abord qu'il y ait des actions spécifiques qu'on puisse après mettre les maillons à travers ce qui fait sens et qu'on démultiplie. Très bien. Alors, un des moyens formidables de favoriser cette démocratisation, c'est probablement le levier digital, c'est le levier numérique. Alors, ça me permet de me tourner vers Hadi Lo, qui est, je crois, l'une des responsables de Gaïndé 2000. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de lancer cette initiative et pourquoi est-ce que finalement c'est important sur le continent africain de favoriser cette véritable transformation numérique? Je vous tends mon micro. Merci beaucoup, madame. Donc, je suis madame Lo, directrice commerciale chez Gaïndé 2000, donc, qui est un groupe avec une histoire inspirante et pionnière.
Donc, il y a plus de 20 ans, 4 visionnaires ont une idée audacieuse et cette idée a été de mettre en œuvre le guichet unique pour faciliter le prédédouanement au Sénégal. Donc, on va dire que les formalités de prédédouanement prenaient 3 mois au Sénégal. Donc, une plateforme a été mise en œuvre pour permettre de connecter sans organisation et raccourcir le délai de traitement à 9 jours. Donc, ce guichet unique a été une success story africaine qui a été, on va dire, exportée au Kenya. Donc, nous avons mis en place le guichet unique du Kenya qui s'appelle Simba. Et par la suite, nous avons réalisé celui du Burkina qui s'appelle Sylvie. Donc, c'est une success story africaine. Donc, nous sommes fiers d'être le 3e guichet unique mondial. Donc, devant nous, la Corée et Singapour. Donc, par la suite, nous avons été primés par les Nations Unies pour l'amélioration des prestations du service public en Afrique, grâce à nos projets de dématérialisation, le premier prix UNSPA en 2012. Comment on s'est réinventé? Sur le guichet unique, à un moment donné, on s'est dit, voilà, les formalités ont été, on va dire, digitalisées, mais à un moment donné, il fallait imprimer le document et le signer. Donc, ce qui bloquait notre ambition sans papier sur cette plateforme. Il fallait aussi faire un paiement dans un guichet. Donc, nous nous sommes mis dans d'autres métiers. Nous avons commencé la signature électronique en 2006, donc un nouveau domaine d'activité stratégique. Donc, nous avons réussi à faire signer électroniquement l'administration, à impulser une loi de 2008 sur les transactions électroniques et nous avons acquis une infrastructure qui s'appelle l'APKI et on gère des identités numériques. Par la suite, nous avons été reconnus par l'État comme tiers de confiance. Donc, c'est comme quand vous achetez un terrain, vous allez chez le notaire pour qu'il le vise. Donc, nous visons les transactions électroniques. Donc, par la suite... Et ça, c'est un modèle 100% africain. 100% africain, 100% sénégalais. Et nous avons commencé le paiement, donc dans le guichet unique. Et nous avons exporté le paiement. Donc, toutes les recettes fiscales du Kenya transitent par nous depuis 2014 à la Kenyan Revenue Authority. Par la suite, nous l'avons réalisé au Sénégal, système unifié de télépaiement des taxes de toutes les recettes fiscales. Donc, tous ces beaux projets, la création d'entreprises, par la suite, le guichet unique de création d'entreprises avec l'APIX. Donc, les formalités de création d'entreprises au Sénégal se font en 24 heures. Donc, et ce projet a hissé le Sénégal au niveau du Doing Business mondial et nous l'avons exporté. Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Comores. Donc, cette réussite est le fruit, on va dire, d'une réinvention continue face aux défis technologiques et économiques et fidèle à une mission, c'est-à-dire d'innover l'Afrique et au-delà. Merci beaucoup, Khady. Merci pour ce témoignage. Alors, il y a un autre élément. On ne peut pas parler de leadership sans parler de confiance. Et la confiance, d'abord en nous-mêmes en tant qu'Africains, en notre potentiel, en notre savoir-faire, en notre capacité à pouvoir exceller dans les différents domaines dans lesquels on intervient. Alors, ça me permet de me tourner à nouveau vers toi, Muriel. Comment est-ce que tu arrives, quand tu es une jeune femme ivoirienne, à te dire que, en fait, moi, ce que je vise, c'est pas d'être la meilleure athlète de mon quartier ou de mon pays, mais c'est véritablement de réussir à compétir à l'échelle internationale et à viser la plus haute médaille, ce que tu as réussi à faire. Mais comment mentalement tu te prépares à ça et comment ça te vient comme étant une évidence? Pour moi, le plus important quand j'ai commencé le sport, c'était donner la visibilité au pays. Faire connaître la Côte d'Ivoire dans l'athlétisme à travers le monde. Donc ça, c'était ton objectif. C'était mon objectif, numéro 1. Par ça, par l'athlétisme, j'ai eu l'opportunité d'accomplir un de mes plus gros rêves, qui est d'être ambassadrice aujourd'hui pour l'UNICEF, pour l'éducation des enfants, parce que c'est par l'éducation que moi j'ai appris le sport. Donc vraiment un give back to the community. Je crois que tu as créé une fondation aussi. J'ai créé une fondation aussi. J'ai eu beaucoup de projets que je fais en privé. Mais, donc c'est ça. Pour moi, c'était la visibilité pour l'Afrique, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique, parce que dans l'athlétisme, c'était les États-Unis, la Jamaïque, la France, toute la Belgique, tous ces pays qui étaient connus sur le 100 mètres. Le 100 mètres et les 60 mètres qui sont les disciplines, la distance reine dans l'athlétisme. C'était important que
les gens voient que les Africaines aussi ont le talent. Ce n'est pas seulement en longue distance qu'on peut courir. Il y a du talent en Afrique, du talent brut. Il y a beaucoup de diamants, mais le diamant, vous savez, il faut le travailler, il faut le poncer pour qu'il puisse briller. Et merci de briller à l'échelle internationale et de faire rayonner le continent. Alors, on ne peut pas terminer ce panel, parce que j'aimerais qu'on ait le temps de prendre des questions avec la salle, sans aborder un élément qui est fondamental quand on parle de leadership. On le voit dans différents secteurs très stratégiques. On voit de plus en plus de femmes se distinguer. On voit de plus en plus de femmes assumer de hautes responsabilités. C'est quelque chose qu'il nous faut vulgariser. Mama Bissey et aussi Paolo, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on a vraiment fait du chemin sur cette question-là et que ce n'est plus un sujet ? Parce qu'on demande souvent aux femmes qui sont entrepreneurs ou chefs d'entreprise, tiens, comment vous faites pour conjuguer ceci et cela ? Des questions qu'on ne poserait jamais à un homme, bien évidemment. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, en 2024, c'est un sujet qui n'en est plus un et qu'on a fait un bond en avant ? Oh, vous êtes en train de vous passer le... Hein, je pensais que c'était de vous passer le bébé mouillé. Une femme qui pouvait expliquer. Je pense que dans cette question donc, de la femme et du rôle de la femme, les hommes ont un rôle énorme. D'abord parce que nous sommes tous fans de nos mères, hein, les hommes. C'est toujours notre... c'est ce qui marque le plus un homme, c'est sa mère. Donc il y a un rôle de l'homme aussi dans cet agenda. J'ai eu des cas particuliers où j'ai délibérément décidé dans la stratégie d'avoir des femmes dans l'exécution de certaines de mes stratégies. Et je reviens à mon expérience à la Banque mondiale. Il y avait besoin de faire une stratégie pour pousser la banque à être plus agressif dans le financement du secteur privé au niveau de l'Afrique. Et j'ai été recruté 2 femmes qui étaient complètement hors du système de la Banque mondiale. Une togolaise, c'était Ayele, que tu connais, qui est maintenant un cadre élevé de AGI, et une autre qui était mathématicienne congolaise. Et elles sont venues, donc c'était délibéré. Et j'ai vu l'impact que la façon dont ils approchaient la question, le rigueur, hein, et le rigueur et le détail. Donc je pense que ça fait du sens pour le bottom line, si c'est dans un domaine privé, oui, mais aussi au niveau public. Parce que la femme vient avec des caractéristiques spécifiques d'aborder les choses, la rigueur, elle est en détail. Et ça, je l'ai eu de ma mère. Donc, je pense encore une fois qu'il faut qu'on sorte du débat qui est classique un peu des Nations Unies. Ça revient, c'est quand on fait une stratégie, on dit « Ah non, on a oublié la phrase sur la femme ». Donc, je crois qu'il faut sortir un peu de ça pour que les hommes le fassent, qu'ils jouent leur rôle dans la mise en place de ces agendas de la femme comme élément, comme moteur important de la transformation du continent. Absolument, absolument. Ça me permet aussi de faire un clin d'œil à 2 femmes qui sont probablement dans la salle et qui ont aussi mis en valeur d'autres femmes africaines, qui ont accompagné d'autres femmes africaines. Je pense à Nadia Akoni, qui est à l'initiative au niveau de Forbes, du classement, d'un classement qui est célébrissime d'ailleurs, où tu as beaucoup valorisé des femmes africaines dont tu as fait le portrait. Merci à toi pour ce travail-là de valorisation de ces talents africaines. Et Christine Rier, je ne sais pas si elle est là, je l'ai croisée hier, qui avait lancé une fondation Entrepreneurium, qui avait justement pour vocation à accompagner le renforcement de capacité des femmes partout sur le continent. Donc vraiment bravo à vous et merci de célébrer d'autres femmes. Ça, je crois que ça s'applaudit aussi. Alors, je regarde Joël et Eric. Est-ce qu'en termes de time, j'ai le temps de prendre quelques questions de la salle? J'ai combien de temps? 2 questions? Super. Alors, on va commencer par ici. Yacine? Non. Moi, je ne voudrais pas poser une question, mais juste rebondir sur ce que vient de dire Paolo. Il y a aussi une chose aussi qu'il faut reconnaître. Beaucoup de femmes qui ont accompli des choses dans la vie ont une relation très, très particulière avec leur père. Et les hommes ne sont pas seulement des compagnons, mais ils sont des pères. Donc c'est eux qui... Et souvent, si vous demandez à une femme qui a accompli quelque chose, elles vont vous raconter une histoire qui fait référence à leur père. Et donc, il faudrait effectivement que les hommes, en tout cas qu'il y ait un grand nombre d'hommes qui sont des pères de filles, formalisent un peu
ce rôle qu'ils ont en forgeant la personnalité, le caractère et le parcours de leur Qu'elles aient fille. très tôt confiance en elles, absolument. Et je Oui, voudrais, Didier. si tu me permets, non, je voudrais ajouter que les femmes ont aussi beaucoup, peut-être un peu trop de réserve par rapport à leur succès. Et on le constate, même lorsqu'on organise ce forum, on invite énormément de femmes, mais beaucoup déclinent. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'elles ne veulent pas montrer leur succès, donner le sentiment qu'elles ont accompli de grands, alors qu'elles accomplissent de grandes choses. Et donc Absolument. chaque année, on galère vraiment pour faire accepter les femmes qui viennent témoigner. Donc je pense qu'il y a aussi une réserve naturelle des femmes, un verrou qu'il faut qu'elles fassent sauter pour parce qu'un homme, souvent, c'est ce qu'on dit souvent, un homme qui ne connaît pas un sujet, tu lui demandes, tu veux participer à un panel? Oui. Tu connais le sujet? Non, mais je serai Mais quand même je vais là. me débrouiller. Oui, oui. La femme va dire, ah non, je connais pas, c'est pas mon sujet. Non, Ouais. non, surtout pas. Non, je sais pas parler de ça. Donc il y a une réserve naturelle peut-être qu'il faut que les femmes lèvent aussi pour qu'on reconnaisse tous leurs mérites, tous leurs talents. Donc c'est ce que je voudrais rajouter parce que hier Yacine me taquinait. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de. Je dis, bah oui, mais si tu sais combien de femmes j'ai invitées qui ont décliné, finalement, ça te Tu verrais que c'est pas une mince parler. affaire, absolument. Et puis nous, on le voit en plus, hein, quand on accompagne les femmes dirigeants, souvent c'est elles qui vont nous dire non, mais ça va pas être un peu trop, je suis pas sûre que je peux intervenir sur ce média-là, peut-être qu'il faut attendre un petit peu, est-ce que je vais pas être trop visible, je veux pas que ça vienne de moi. Donc il y a ce verrou-là, effectivement, qu'on se met et qu'il faut complètement déconstruire. C'est important. Mais en fait, moi, j'ai plus que 2 questions. Je suis désolée, mon panel est tellement intéressant que j'ai plusieurs mains qui se lèvent. J'ai déjà le micro, donc je le garde. J'ai hijacké le micro. Et il y a une femme il y a une aussi dame. qui veut. Ah ben voilà. qui veut. Juste après Alors, la dame. si vous pouvez être juste très bref, vous présenter et très bref dans la question ou la contribution. Merci Nabou pour l'opportunité. Je suis Serge Do. J'ai tellement de casquettes, donc je vais utiliser celle de vice-président de la Fédération d'athlétisme. Aujourd'hui, je voulais donc converger dans ce que disait Muriel pour dire que remercier Didier aussi de nous avoir invités ici. Parce que c'est une opportunité aujourd'hui pour capitaliser sur le power, le soft power que représente le sport. Et l'Afrique, aujourd'hui, est vraiment un vivier qui produit des gens. À l'instar des matières premières qu'on vend à l'extérieur, il est temps que l'Afrique commence à packager et organiser cela. Et je crois avoir compris que la BADEA est en train de mettre en place un fonds dans ce sens. Vous avez vu la CAN. Voilà, vous avez vu la CAN en Côte d'Ivoire où ça a permis de générer plus de 1 billion de viewers, plus de 1 milliard de téléspectateurs dans le monde. Absolument. Ça veut dire que c'est quelque chose de fort. Muriel est là, c'est une championne. Merci d'être présente et je pense qu'elle s'inscrit dans ce cadre-là. Elle a fini sa carrière, elle veut se reconvertir. Elle est là pour vraiment donner un peu plus de fonds à cela. Son mari qui est là, qui est un ancien joueur de NFL aux États-Unis. Ensemble, ils veulent vraiment donner ce corridor US-Africa pour pouvoir vraiment capitaliser et formaliser et packager, parce qu'on a besoin de ça. NBA Africa est là, NFL Africa peut venir, ainsi de suite. Donc, ce partenariat... Et ça résonne avec l'initiative dont nous a parlé la BADEA hier. Voilà, donc justement, pour vous dire que favoriser. c'est très important et qu'il est temps que l'Afrique vraiment capitalise et package ce côté sport-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, madame, vous vouliez intervenir? On n'a toujours pas nos 2 questions pour l'instant. Oui, on a surtout des contributions. Est-ce que c'est une question? Ben, là aussi, ce n'est pas une question. C'est déjà pour avouer quelque chose. Je suis Marie-Laure Moukoko, cofondatrice d'une plateforme numérique. Oui, j'ai fait partie des femmes qui ont eu peur de prendre la parole. Merci Didier. Oui, je l'avoue que j'ai dit non. On va se voir. Oui. Et donc, comme quoi, le sujet est intéressant. Mais je vais juste rebondir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit, on n'ose pas poser des questions aux hommes en leur disant, est-ce que vous pouvez éventuellement lier mais quelle chance on a. Parce que nous, on fait les deux. Oui. Mais eux, ils font ce que masculin. Absolument. Et nous, on fait et le masculin et le féminin. On est multitâche. Et on est multitâche. Et ça s'applaudit. Et je dis, oui, on a tout notre mérite d'être dans la cour de ces messieurs. Parce que développer des solutions comme je fais, on ne donne pas ça beaucoup. C'est un milieu de mecs. Excusez-moi de dire le mot comme ça, mecs. Et j'en suis fière parce que moi, tout ce qui était négatif, je l'ai rendu en positif. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Et merci beaucoup. Muriel. C'est une question? Bravo. Non, ce n'est pas une question. Il y avait un panel pour ça. Alors, oui, une question de Gilles. Une vraie question.
La question, oui. L'un des sujets qui est revenu sur les panels hier, c'est la question du mindset. Et j'aimerais que Muriel partage avec nous le travail mental qu'elle a pu faire pendant son expérience d'athlète et comment est-ce que son environnement, y compris son coach ou ses coachs, ses managers, ont pu l'aider à avoir le bon mental pour pouvoir être, je crois, si je ne me trompe pas, tu as été championne du monde du 60 mètres en salle, ce qu'on n'a pas mentionné. Donc pour arriver à ce niveau-là, qui est le meilleur niveau mondial, en sport, un parallèle avec le monde professionnel du business, comment est-ce que tu as fait et comment est-ce qu'on se prépare mentalement? Très bonne question. Muriel? Merci, Gilles. Bon. C'est un secret. Mais vous savez, le sport, c'est 90% mental et 10% physique. L'athlétisme, qui est une discipline qui est vraiment difficile parce qu'il faut tous les autres sports. Moi, j'ai remarqué, mon mari me dit toujours, comme lui, il a fait un sport collectif qui est le football américain. Tu peux compter sur plusieurs autres personnes. L'athlétisme, il faut que tout soit en place parfaitement, parce que si quelque chose ne va pas là, la course peut partir de travers. Il faut vraiment que le mindset soit en place, la discipline, l'alimentation, le coaching, le corps, la chirothérapie, massage, il y a tout un suivi qui doit être fait et c'est préparé des années, des années, des années, des années avant. Quand vous voyez qu'on arrive à avoir une médaille d'or comme ça, la médaille que j'ai faite, c'est quelque chose qui a été préparé depuis que j'avais 17 ans. Quand je me suis mise au travail, apprendre la technique, comment finir les courses, comment faire le départ, comment travailler le milieu de la course, comment travailler la fin de la course, comment casser à la ligne pour ne pas perdre la médaille d'or que j'ai perdue 4 fois. Et c'est tout ça qui s'apprend. C'est vraiment beaucoup de sacrifices, pas boire d'alcool. Moi, je suis quelqu'un qui ne boit pas déjà, mais vraiment avoir un suivi très, 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 très rigoureux. Et voilà. Quand tu as 20 000 personnes autour de toi, comment est-ce que tu fais pour rester focus sur les 10 secondes qui t'attendent? Comment tu fais abstraction de tout le reste? Tout ça, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours à l'entraînement. C'est pour ça qu'on a les coachs. Non seulement on a le coach mental, on a le coach aussi qui nous apprend à faire. Le 100 mètres ou le 60 mètres, c'est comme une danse. Quand je suis sur la piste, c'est quelque chose que j'apprends et que je répète tous les jours. Comme ça, le jour de la course, c'est naturel, c'est automatique. On n'a pas besoin... Quand on pense trop, quand on est trop crispé, le corps se crispe, ce qui fait qu'on ne peut pas courir. Ce qui fait qu'on a des blocs, tu peux te blesser et tout ça. Mais il faut vraiment savoir relâcher l'esprit, travailler. Ça se travaille tous les jours, hein, ça se prépare en hiver, en octobre, parce que la saison, disons, le championnat du monde, si c'est en août, on commence déjà les préparations dès le mois de septembre. Un an avant. Et comme ça, de course en course, en course en course, on fait le planning. Excellent. Merci beaucoup pour cette contribution. Ça s'applaudit. Vraiment, c'est un privilège de vous avoir sur ce panel et de vous entendre sur cette question du leadership. Alors on retiendra que le leadership, c'est d'abord aussi une ambition, celle de voir grand et de se donner les moyens de réussir et de se réaliser à travers cette ambition. Je retiens également que l'autre élément, c'est de savoir s'entourer et qu'il faut savoir investir sur nos talents, sur le capital humain. C'est très important. Je retiens que la préparation est fondamentale, mais également que l'exemplarité, lead by example, c'est quelque chose aussi de très important. Et ça me permet de faire un clin d'œil à une initiative que moi j'aime beaucoup et qu'on a hâte de revoir, n'est-ce pas Didier? On veut se retrouver la prochaine fois à Casa ou ailleurs. C'est celle de Alioune Gueye. Il n'en a pas parlé hier, donc je me permets de le souligner parce que vous avez permis d'accompagner beaucoup de jeunes entrepreneurs, de les former dans des bootcamps et puis de les célébrer aussi et de leur permettre d'être confrontés à des acteurs de l'écosystème pour se challenger. Donc Hub Africa, c'est une super initiative et moi j'ai vraiment hâte de pouvoir la retrouver à nouveau. Donc merci à toi Alioune Gueye pour tout le travail d'accompagnement que vous faites. Je vous remercie, ça a été un plaisir d'être avec vous ce matin et puis je redonne la parole à notre maître de cérémonie, notre cher ami Joël Éric.
Merci Zenabou. Je vois que tu étais là hier matin. On peut les applaudir. Hein. Merci encore. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Et on retiendra que le mental, c'est essentiel. Leadership, etc., c'est bien. Les investisseurs, c'est certainement très bien aussi. On va passer aux investisseurs, mais sachez que le mental est essentiel, il est central. Peut-être que les investisseurs nous diront justement que quand ils essaient d'investir dans une entreprise, ils voient un peu quelle va être la perspective de l'entrepreneur, quel est son mental, quel est son moral, est-ce qu'il est prêt à tenir, parce qu'on est en face des gens qui sont durs. Non, requin, non, requin, non. Didier, toi aussi, quand même, non, pas requin. Ils vont pas oser monter sur l'estrade après ça. Merci encore. Je vous libère, mesdames, messieurs. Ah, la photo de famille. Mais est-ce que le photographe est là aujourd'hui? Ah. Il y en a deux même. Super. Un panel